Bonjour, je m'appelle Philippe Alafray. Bonjour, je m'appelle Anne-Yvonne Jouan. Nous sommes au Québec depuis 7 ans. Nous sommes des artistes Je suis sculpteur. et je fais des collages. T'es un artiste, rien qu'un artiste. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste, t'es un artiste, idéaliste, avec des rêves et des visions, quelquefois des illusions. Merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir. Cette belle matinée de soleil qui est plutôt rare ces temps-ci. Oui. Ça va être à la fois fascinant et un peu difficile de vous interviewer parce que c'est tellement large, votre parcours et les formes d'expression auxquelles vous adhérez maintenant, vous et votre conjointe. On va essayer de remonter le temps un petit peu. D'accord. Vous êtes français. Français. Québécois. Italo-français. Italo-français déjà. La Savoie, je pense, dans votre cas. La Haute-Savoie, oui. Et dans le cas d'Anne, avec qui on va également s'entretenir, la Bretagne. La Bretagne, tout à fait. Oui. Un beau mélange. Oui. Et vous vous êtes rencontrés dans un contexte particulier en Europe. Racontez-moi un petit peu. Voilà, donc on s'est rencontrés pendant nos études à Drouot. Drouot, c'est le grand centre de vente aux enchères d'art français, qui correspond à Sotheby's ou Christie à l'étranger. Et voilà, donc on s'est rencontrés à ce moment-là. On a travaillé ensemble pendant 2 ans à Drouot. Et après, pendant 10 ans, on a ouvert notre propre maison de vente aux enchères et d'estimation en Bourgogne. En Bourgogne. Voilà. Parce que à Paris, c'était déjà, j'imagine, occupé par d'autres institutions. Voilà, à Paris, il y a Drouot, justement. Il y a Drouot, et puis la Bourgogne se situait pile poil au milieu entre la Haute-Savoie et la Bretagne. Donc, c'est un beau compromis aussi. Pour ne pas faire de jaloux, on a choisi le centre entre les deux. Et puis, c'est surtout là où une place se libérait. Voilà. Et pour exercer ce métier-là, vous avez chacun dû faire vos classes. Voilà, donc il y a plusieurs solutions. Donc, moi, j'ai commencé en bas de l'échelle à Drouot, en fait. Et puis, à Drouot même, voilà. Et ma femme, elle est passée par ses études d'histoire de l'art et de droit pour arriver à être commissaire-priseur. C'est ça que j'ai compris. Donc, autant des connaissances du point de vue droit, administration, que dans l'art comme tel, parce que c'est des règles établies depuis longtemps et c'est assez précis c'est très, en France comme en Europe. Très, très précis, oui. Voilà. C'est vrai que le métier de commissaire-priseur a une partie volontaire pour tout ce qui est œuvre d'art et puis une partie judiciaire pour tout ce qui est vente judiciaire de faillite ou de... Voilà, donc on s'est retrouvés un petit peu au milieu de tout ça, puis on s'était créé une spécialité dans les arts du XXe siècle. Déjà, on était attirés par le côté moderne des antiquités et de l'art, donc spécialisé dans les années 30, 40, 50, 60, 70 même. Et qu'est-ce qui était l'élément déclencheur pour faire ce saut-là pour faire le saut traverser du côté-ci au Québec, pour, à mon avis, le même élément déclencheur qui a fait venir tous les immigrants au Canada, au Québec, à toutes les époques. On voulait changer, on avait l'âge où il fallait de toutes les manières qu'on change, qu'on agrandisse, qu'on investisse. Ouais. Puis on s'est dit, pourquoi pas donner une autre chance même à nos enfants de voir autre chose. Vous aviez déjà des enfants à ce moment-là? On avait déjà nos 3 enfants, oui, tout à fait. Donc c'était une opportunité. Moi, je connaissais un petit peu le Québec, j'étais déjà venu, ça m'avait plu, énormément plu. J'avais trouvé ça très très beau. C'est sécuritaire par rapport à l'Europe. Puis c'est un peu le rêve de voyager, quoi. Donc voilà.
Puis au départ, vous aviez déjà une idée assez précise de l'endroit où vous atterririez. C'était la région de Québec même? C'était la région de Québec, c'était l'île d'Orléans, c'était... C'était aussi précis. Oui, c'était aussi déjà précis, voilà. fait le tour de l'île. On a fait le tour, on était venu un petit peu avant et tout de suite, on est tombé amoureux, tous les deux, on est tombés amoureux de l'île d'Orléans. Et c'est en prenant le traversier, en fait, on trouvait que la vue était magnifique et il y a une dame du Québec qui est venue nous voir en nous disant, vous savez, si vous allez sur l'île d'Orléans, le soir, vous allez avoir une vue à Sainte-Pétronie, vous allez avoir une vue de Québec qui est imprenable. Et effectivement, le soir même, on est venu et on a trouvé ça tellement beau qu'on a cherché tout de suite à acheter. Ça a été assez rapide, en fait, on l'a trouvé assez rapidement. On a commencé par importer des antiquités d'Europe sur le Canada. Et puis tout doucement, naturellement, ça fonctionnait plus ou moins bien, donc moi j'ai toujours eu une passion pour la sculpture, pour le mobilier, donc j'ai commencé tout doucement à faire quelques sculptures et quelques meubles que je proposais dans mes salons en Ontario, et puis au bout d'un moment, les meubles et les sculptures sont mieux vendus que les antiquités. Ah bon? Et j'ai rencontré une personne d'une galerie à Toronto qui m'a donné ma chance tout de suite, et puis voilà. Donc après c'était parti, quoi. Après on s'est inscrit à plusieurs salons, puis on fait que ça maintenant. On fait que des salons. En fait, on vend on a un site internet et on vend sur des salons un petit peu partout. En Ontario, au Québec, à Montréal, dans l'Outaouais, un petit peu partout. À Vancouver aussi, même aux États-Unis, on a essayé aussi. Donc, vous avez déjà une assez belle notoriété dans votre domaine. Oui. Ça a été très rapide, en fait. Hein. On ne peut pas appeler ça une notoriété, mais on a suivi un peu une vague, et puis on s'est laissé un peu faire, puis c'était bien. Comment vous qualifieriez actuellement? Vous êtes un designer, vous êtes sculpteur, artiste multidisciplinaire? Plutôt multidisciplinaire, voilà. Donc, je pense que ça va ensemble, le design du mobilier, le design de l'objet, puis automatiquement, on peut passer à la sculpture, à beaucoup de choses, choses décoratives, aux choses plus art, quoi. Donc, pour moi, ça va ensemble, quoi. Je peux pas faire l'un sans l'autre. Et puis dans notre travail aussi, il y a autant de place pour la sculpture que pour le design. Donc, moi, je vis très bien cette situation, quoi. On sent aussi dans vos œuvres qu'on parle beaucoup du métal, mais il n'y a pas juste le métal. Non. Il y a le verre, le plexiglas. C'est souvent mélangé dans chacune des œuvres. C'est mélangé, et aussi j'essaye de plus en plus d'introduire des nouvelles technologies là, pour mettre des écrans à l'intérieur, du son, de l'image. Voilà, donc ça c'est pour ce qui suit. Je pense qu'il y en aura de plus en plus, parce que c'est ce qui m'intéresse de plus en plus maintenant. Vous m'avez confié aussi qu'un de vos propres garçons étudiait dans le domaine de l'image et du son. Voilà, il est à l'Institut supérieur de l'image et du son. Donc, vous êtes à bonne enseigne. Là. Voilà, quelqu'un de tout proche qui peut vous... qui peut me renseigner, qui m'aide surtout à maîtriser ces nouvelles technologies. Puis d'avoir des audaces, de vous permettre des audaces par rapport à... Tout à fait. Des artistes qui seraient plus cantonnés dans une pratique traditionnelle de l'art. Je pense que quand on commence ce genre de démarche, de vouloir faire de la sculpture ou de vouloir avoir une démarche artistique, il faut vraiment s'ouvrir à tout, quoi. Moi, je le conçois comme ça. Il y a d'autres personnes qui restent cantonnées dans une matière, Et moi, ce qui me plaît, c'est de pouvoir m'ouvrir à toutes les matières, quoi. Aussi bien la technologie, le métal, le plastique, le bois, c'est ce que je trouve excitant, en fait, dans le travail. Voilà. Et j'ai remarqué, mais c'est peut-être normal pour un artiste qui a des choses à dire, mais vos œuvres parlent beaucoup aussi. Pas juste question de faire parler les matières, mais il y a des messages qui sont très présents, des confrontations de contexte. Là, juste autour de nous, on voit des anémones, on voit dans un autre tableau, vous me disiez, la présence
d'une silhouette urbaine qui est un peu en filigrane. Tout à fait, voilà, c'est une série sur un petit peu sur les mondes engloutis, quoi, sur la montée des eaux, sur la fin de l'existence, où de toutes les manières resteront les premiers êtres, les méduses, les raies, tout ça, c'est eux qui finissent par survivre. J'ai fait la même chose avec des baleines aussi, qui se promènent dans des cités comme ça. Et c'est là où, parce qu'on se rend compte en fait, que les humains, c'est pas grand-chose quoi, dans l'histoire de la vie. Donc, on est fragile. Vous considérez qu'on est fragile, très, très on est fragile. vulnérable Voilà, parce qu'on voilà. est plus sensible au stress urbain. Puis, Voilà, puis on fait surtout pas attention à tout ce qui nous entoure. Quoi. Il y a des gens qui font attention, mais il y en a très très peu. Quoi. On dit, on vit sur du temps emprunté. Exactement, ouais. On respecte moins l'ordre de plus en plus emprunté, écologique, puis ouais. on veut devancer les choses. Puis, donc, vous avez une vision qui, sans être pessimiste, est quand même très réaliste. Non, voilà, pas pessimiste, mais surtout très réaliste. Et je pense qu'il faut le faire voir par n'importe quel support. Quoi. Il faut en parler tout le temps, parce que c'est la seule façon de ne pas oublier qu'on est vraiment de passage. Quoi, et il faut qu'on laisse... notre support à nous, justement, la Terre, dans un bon état pour les générations qui suivent. Donc en parler, c'est le plus important. Quoi. Peu importe de la façon dont on en parle, il faut en parler. Et avec d'aussi belles choses et des messages quand même qui sont provocateurs à leur façon, vous avez le sentiment de rejoindre quelle catégorie de personnes pour l'instant? Des gens qui sont avant tout des amateurs d'art ou plutôt des gens de jeune génération qui s'ouvrent à... Après, bon, c'est une histoire pour la vraie vie, c'est une histoire de moyens. Quoi. Il y a beaucoup de jeunes personnes qui aiment parce que c'est assez moderne. Quoi. Mm-hmm. Et puis mes acheteurs sont plutôt des gens un peu plus aisés, d'une autre catégorie d'âge, mais des gens ouverts en général. Et les gens ouverts en général, jeunes ou vieux, c'est des gens qui sont ouverts à un art un peu différent de ce qu'on peut trouver. Voilà. Vous disiez que vous apparteniez au regroupement bleu de l'île d'Orléans, donc c'est ça, vous confrontez plusieurs autres artistes dans votre discipline. Est-ce que vous participez à l'occasion des activités justement collectives? Oui, enfin j'en ai pas fait beaucoup, mais on en a fait une il y a pas longtemps, c'était très sympa. On a fait un pêche à coucha, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un peu une façon de se présenter par rapport aux autres, parce qu'en fait, depuis peu, on commence un petit peu à se regrouper réellement pour présenter notre travail aux autres, parce que jusque-là, c'était plutôt... tout le monde travaillait dans son coin, puis voilà, c'est tout. On faisait partie du même groupe, mais ça s'arrêtait là. Quoi. Tandis que là, de plus en plus, on essaye de parler un peu, puis de s'intéresser au travail des autres pour évoluer, en fait, tout simplement. Considérez que la conjoncture est bonne au niveau du marché de l'art et de l'expression artistique? Au niveau de l'expression artistique, oui, je trouve qu'elle est plutôt... on a quand même beaucoup de sujets dans les informations pour pas être en manque d'inspiration, mais puis au niveau économique, c'est la conjoncture je pense pour les artistes n'est jamais vraiment très bonne. Mm-hmm. C'est toujours une dépense pour la personne qui va acheter, c'est toujours une dépense secondaire, mais en même temps, Mais vous contournez en partie le problème du fait que plusieurs des choses que vous faites sont des objets utilitaires aussi. Voilà, c'est la partie que je ne veux pas laisser tomber, parce que c'est justement la partie utilitaire, donc là, nous permet nous permet justement de financer l'autre partie qui est plus artistique quand ça va un peu moins bien, puis quand le marché repart. Voilà, c'est un équilibre qui se crée comme ça. J'imagine que l'acheteur d'un beau bureau, par exemple, en visitant déjà tout ce que vous présentez dans votre intérieur, votre propre intérieur, peut avoir le goût ensuite de revenir pour un tableau. Puis exactement, c'est ce qui se passe réellement. On a une clientèle assez fidèle, donc souvent on commence par une sculpture ou par un meuble, et puis on va installer le meuble, et après on se dit, tiens,
ce serait pas mal d'avoir d'avoir une murale ou d'avoir une sculpture dessus. Et puis voilà, donc on l'a fait plusieurs fois. J'ai fait aussi une ou deux décorations pour des boutiques. Donc ça, c'était... Ouais. J'ai travaillé avec Mariouche, la designer de Québec. Là, donc je lui ai fait sa boutique à Québec. Enfin, j'ai une partie de sa décoration. Et puis... J'allais vous poser la question, mais déjà vous dites que vous ouvrez au créneau commercial, clientèle plus commerciale. Est-ce que les institutions publiques, est-ce que vous avez eu l'occasion d'offrir vos services? Pas encore. Vos œuvres ont été intégrées dans... Non, pas encore. Là, je viens de suivre un cours là, pour le 1%, justement. Oui, donc, je commence à peine maintenant à m'intéresser. Donc, c'est un peu spécial parce que c'est encore un autre métier. Donc, faut essayer de ne pas trop se disperser. Je pense que, ben oui, pourquoi pas. Mais si j'ai pris le cours, c'est que ça m'intéresse. Mais pour l'instant, vous faites plus des choses qui viendraient... meublé qui viendrait occuper par l'intérieur. Par l'intérieur, là, mais le 1% aussi prend les œuvres intérieures, pour les intérieurs de building. Mais comme sculpteur, éventuellement, vous pourriez aussi vous commettre dans des choses plus monumentales pour installer l'extérieur. Bien sûr. Avec sensiblement les mêmes matériaux. Oui, avec les mêmes matériaux, avec le métal, de toutes les manières. On peut, là, actuellement, je suis en train de faire une maquette à présenter pour une demande de 1%, donc qui sera peut-être quelque chose d'extérieur. Philippe, je vous remercie de cet entretien. Je vous remercie. On va s'être aussi entretenu avec Anne, et puis je pense que vous réalisez tous les deux de très belles choses. Merci, c'est gentil. Je souhaite que l'avenir soit rempli de, comme on dit, de promesses, mais de commandes surtout. Oui. Et que le genre d'art un peu audacieux auquel vous a donné, c'est ça, soit de plus en plus soit intéressant pour je l'espère aussi. Les jeunes générations, les gens qui osent mettre dans leur propre intérieur des œuvres qui parlent. D'accord, merci. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Bonjour, Anne. Bonjour. J'ai maintenant la belle Bretonne devant moi. La belle Bretonne qui a quand même sa démarche à elle au niveau production artistique. Alors, dites-moi vous aussi d'où ça a commencé tout ça. Comme Philippe, un amour pour les choses anciennes, tout ce qui était patrimonial. Donc, effectivement, les objets, puisqu'on a travaillé dans le domaine des ventes aux enchères, et aussi le patrimoine bâti. C'est pour ça qu'on vit à l'île d'Orléans aujourd'hui. C'est un patrimoine immense en termes de variété et exceptionnel pour l'Amérique du Nord. Et puis, comme beaucoup, la vie fait qu'on fait d'autres études, mais j'y suis revenue. C'était plus fort que moi. C'est un langage qui finit par s'exprimer. La passion de l'art, c'est puissant. Oui. Et vous faites quoi actuellement de précis dans ce côté artistique? Le médium que j'utilise, c'est des collages. Donc j'utilise toutes sortes de documents, de photos dans des magazines, de livres anciens. Et je colle ça sur du papier, de la maçonnite, de la toile. Et j'utilise aussi de l'acrylique. Donc en fait, je mélange, c'est une technique mixte. Et le résultat est plus dans l'assemblage, la combinaison qui est évidemment porteuse aussi d'un message quelconque selon l'œuvre que vous exécutez. Je travaille sur le temps qui passe. Alors au niveau patrimonial notamment, qu'est-ce qui va rester après nous? Qu'est-ce qu'on doit transmettre? Et l'idée, c'est ce que je vous disais, ce qui m'a inspirée, c'est une phrase de Chastel qui nous dit que ne pas conserver est un sacrifice, et conserver suppose aussi un sacrifice. Alors quel choix fait-on là-dedans? Puisqu'on a eu beaucoup d'objets d'art entre les mains, avec Philippe, souvent on s'est questionné sur le devenir de ces objets d'art. Quel choix doit-on faire dans cette passation des objets et des choses, à savoir
Où vont-elles? Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Est-ce qu'elles vont être détruites? Qu'est-ce qu'on doit garder dans les familles, ne pas garder? C'est pas uniquement une question de valeur, c'est aussi une question de sentiment, de temps, d'époque. C'est presque ethnologique finalement. Oui, oui. D'ailleurs, en matière de patrimoine, on utilise souvent l'expression de patrimoine vivant. Donc Oui. c'est beaucoup les ethnologues, les anthropologues qui sont porteurs de... Oui, je crois que c'est important. La notion d'universalité passe souvent par un détail, un mot, quelque chose dans lequel chaque personne va pouvoir se reconnaître. Et souvent, c'est quelque chose de très simple. Ça parle à tout le monde, quelle que soit la nationalité d'ailleurs. J'en déduis que la technique, on peut dire que c'est une technique, le collage. Oui, c'est une technique. C'est déjà comme... On accepte qu'il y ait un choix, justement. Il y a une fragmentation, il y a à la fois une fragmentation et un choix. Oui. D'ailleurs, je note beaucoup mon cheminement et j'ai retrouvé des notes dans lesquelles j'expliquais que les premières fois que j'ai déchiré du papier, c'était très demandant pour moi parce que j'adore lire. Alors, cet acte de déchirer ou de couper est aussi fait partie de ce choix-là. Mais même si l'édition est belle, je me dis que de toute façon, elle est vouée à rester dans un carton. Peu de gens lisent ou aiment en tout cas le côté tactile du papier que moi j'adore. Alors finalement, pourquoi pas ne pas l'exposer sur un tableau? J'ai pas l'intention de faire que mes œuvres soient durables. Elles le seront peut-être, mais ce que je veux, c'est à travers elles montrer que certaines choses doivent l'être. En tout cas, qu'on doit se questionner en tant que société sur qu'est-ce qu'on va transmettre aux générations futures. Et vous commencez déjà à me le dire, c'est un travail qui mène vers une réflexion constante justement sur la société, la pérennité des choses. Oui, parce que c'est à travers elle que les sociétés se construisent et perdurent. On a besoin de notre histoire, de la connaître, non seulement en tant que société, mais en tant qu'humain. La nature humaine est faite qu'on vient de quelque part et on s'en va quelque part. En même temps, l'institution publique a quand même son rôle à jouer parce que l'art n'est pas forcément un discours accessible d'emblée à tout le monde. Alors, par la pédagogie dans le musée ou dans l'exposition, on rejoint un public qui n'est pas forcément averti et qui n'irait pas de lui-même se constituer une collection ou en préserver une. Oui. Vous qui êtes dans l'art, qui êtes confronté régulièrement à d'autres artistes comme vous, là, qui créent des choses, des gens aussi qui font le commerce de l'art et surtout des gens qui deviennent vos clients, vos acheteurs, des amateurs d'art. Avez-vous l'impression que l'art est bafoué aujourd'hui ou minimisé ou ne fait pas suffisamment partie des modes, je dirais, de consommation à la limite? Est-ce que les gens se privent? L'art est toujours relégué comme dernière acquisition qu'on se permet? C'est sûr qu'en période de crise, ça reste quelque chose de superflu. Néanmoins, je trouve que beaucoup d'endroits, des salons par exemple, permettent à de jeunes artistes de s'exposer et de vendre à des prix tout à fait corrects. Alors, non, je crois que l'art existe, les artistes sont là, la création existe, comme à chaque époque. Et puis, il suffit de mettre un peu son nez au vent, puis on trouve de belles choses. Ouais. Vous m'avez permis de jeter un œil sur certaines de vos réalisations tout à l'heure. J'ai remarqué que ça m'a semblé pour l'essentiel être des œuvres uniques. Oui. Vous n'avez pas abordé la sérigraphie, non, la pas encore. Donc c'est toutes des pièces uniques. Oui. Ça doit être quand même difficile de mettre des prix sur des choses qui doivent vous demander quand même beaucoup de temps et en même temps de pouvoir offrir justement... C'est toujours le dilemme pour les artistes, oui. Quel prix ça vaut. Mais est-ce qu'on le fait dans cet esprit-là? Non. Au moment où on crée, on ne pense pas au prix, on ne pense pas au temps qu'on va passer. Ça se fait un peu naturellement après, quand le moment de vendre arrive, là on discute du prix. Mais c'est infime, ce moment du prix et de la vente, c'est pas l'essentiel du travail. Non, ça se passe avant le travail. Après, c'est quelque chose qui ne nous appartient plus.
Qu'est-ce qui vous a amené à privilégier le collage en particulier? Est-ce qu'il y a eu un événement à un moment donné qui fait que ça vous semblait être ça qui était votre... Je pense que je vous le disais, j'aime les livres, j'aime lire. Et puis, j'aime les mots. Alors, au départ, c'était jouer avec les mots et les transposer sur toile. Puis très vite, je me suis rendu compte que, comme je joins un peu l'acrylique ou la peinture à l'huile ou différents autres médiums, les mots disparaissaient. Ah, bon, ça c'est intéressant. Alors, c'est un jeu finalement, quelque chose qui est un moyen d'expression avec du papier au départ, mais qui peut arriver à un résultat presque oublié de la base, vous comprenez, de l'image que j'ai utilisée. Donc un peu comme Philippe qui, dans ses tableaux, par des couches multiples, va presque dissimuler à un moment donné une silhouette urbaine. Donc dans vos procédés de collage, il y a un petit peu la même chose qui se produit. Alors c'est drôle parce que c'est ça, et puis quelquefois avec Philippe, on se dit « Oh, ça a complètement disparu », mais nous on sait que c'est là, et puis on peut en parler avec la personne qui justement regarde l'œuvre et lui expliquer ce qui se trouve derrière, ce qu'on a voulu inscrire derrière ça. Ouais. Et comme vous disiez, que vous aimez beaucoup les mots, donc j'imagine qu'il y a des pensées, il y a des commentaires. Oui, il y a des mots découpés, il y a des commentaires, et puis il y a des textes qui viennent avec les tableaux. Oui. J'ai encore besoin de passer par l'écriture, pas pour tous les tableaux, mais certains tableaux, j'aime l'idée du texte associé. Quelquefois, ce texte-là aide à la lecture du tableau. Aide à comprendre le sentiment que j'avais au moment où j'ai créé le tableau. Ok, je comprends. Donc, dans votre cas, c'est quand même important que celui qui regarde votre œuvre ait au moins votre témoignage. Oui, je pense que ça va ensemble. Libre à lui ensuite de poursuivre sa propre interprétation de l'œuvre. Oui. Et puis, les gens qui regardent mon travail aiment lire les mots qui vont avec. Souvent, ils me le disent. Ils trouvent que c'est quelque chose qui joue ensemble, vous comprenez ? Mais effectivement, après, chaque texte et chaque tableau peut être lu différemment par la personne qui le reçoit. Comme Philippe, je posais la question, vous êtes dans Bleu, vous aussi, je pense même que vous êtes très active dans oui, c'est récent et j'aime beaucoup ça. Et donc, vous participez aussi à des activités collectives avec d'autres artistes à l'occasion? Oui. Pour moi, c'est récent, donc j'ai découvert cette communauté à l'île d'Orléans. Et j'ai trouvé que c'était essentiel pour les artistes de l'île, non seulement de travailler ensemble, mais aussi de faire voir le travail collectif qui pouvait être produit ici à l'île. L'île, c'est particulier. On parlait du patrimoine. Et je pense que les artistes qui vivent ici sont sensibles à leur environnement. Ils ne sont pas là par hasard. Alors, on a des projets avec Bleu, dans ce sens, pour montrer l'intérêt du travail collectif et en quoi on peut avoir une démarche collective aussi à l'île. Qu'est-ce qui est un petit peu le trait d'union entre tous les artistes, nonobstant les disciplines, les artistes de l'île? Là, en ce moment, on a un gros projet sur le patrimoine, patrimoine paysager, patrimoine agricole, patrimoine bâti, avec probablement d'ici 1 ou 2 ans des expositions, des choses qui vont se faire à partir de ce travail qui aura été fait par les artistes de Bleu. Donc avec autant de fierté, de ferveur, je dirais, dans vos yeux, j'imagine que vous et Philippe, vous êtes encore sur l'île d'Orléans pour un bon bout de temps. On adore ça. Les racines sont en train de... C'est devenu notre terre adoptive. Et puis, je pense qu'elle nous loueront bien. On souhaite vous garder longtemps encore. Merci. Anne et Philippe, c'était un plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci beaucoup. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers ma mère, t'es un artiste. T'es un artiste. Je pensais à ça, là. On pourrait faire disparaître de l'argent dans les paradis fiscaux. Vous voulez qu'on paye moins d'impôts? En plein ça. Puis que notre argent ne revienne jamais au Québec? T'as tout compris. Le gouvernement va s'en rendre compte? Ouais. Donc, on oublie les paradis fiscaux. Je m'en occupe. Excellent. En s'assurant que chaque entreprise paie sa juste part, Revenu Québec vise à récupérer 3,5 milliards qui nous échappent collectivement chaque année.